Ce soir, on parle d'être nouveau ou nouvelle dans un conseil d'administration. Notre titre, je suis nouveau nouvelle dans un CA. Que dois-je savoir? C'est notre épisode 141 ce soir. Moi, c'est Julie du Centre pour l'excellence en gouvernance organisationnelle. Je prends un tout petit moment pour souligner l'appui de notre partenaire dans la livraison de ces webinaires, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Merci à Peter, son CA, son équipe, de collaborer pour offrir des occasions de renforcement de capacité au conseil d'administration et gestionnaire, bien sûr, aussi de notre beau réseau d'organismes franco, non seulement en Ontario, mais partout au pays également. Donc, je suis nouveau nouvelle dans un conseil d'administration. Avant de se lancer ce soir, messieurs, dames, si vous le voulez bien, dans le chat, dites-moi qui d'entre vous se considère, parce que c'est une question de perception, hein, on ne va pas porter jugement, on va vous demander, je vais vous demander de me dire qui parmi vous se considère comme étant nouveau dans un conseil d'administration. Très bien. Vanessa, Mélanie, une gang. Très bien. Anne, ça fait 1 an. Hein, quand même après seulement 1 an, parfois, on peut commencer à se sentir comme si on atteint juste notre vitesse de croisière là, dans un CA. Hein, il y a des choses ça prend du temps à s'approprier une culture de CA, puis des façons de faire, puis s'approprier son rôle aussi. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu avec moi. J'aime un peu savoir là, à quel niveau sont les gens dans l'auditoire. Euh, mais je ne vous le cache pas, hein, à qui s'adresse le webinaire de ce soir? Bien sûr, l'administrateur ou l'administratrice débutante qui veut s'intégrer rapidement dans son conseil, qui veut faire une différence dès le départ. C'est souvent pour ça hein, qu'on rejoint un conseil d'administration. On veut faire une différence. On veut contribuer à notre communauté, à un secteur. Hein? On veut faire une différence. Puis, on veut bien comprendre aussi la structure et la dynamique du conseil. Mais ce webinaire ici, là, s'adresse aussi aux personnes ou comités qui pilotent des processus d'intégration de nouvelles personnes, hein, les fameux processus d'onboarding dans les CA. Un webinaire comme celui-ci, avec la thématique qu'on regarde ce soir, peut être fort utile pour les personnes à qui revient la responsabilité d'accueillir des nouvelles personnes et de les intégrer. Je vous ai posé la question tout à l'heure, qui se considère comme étant nouveau? Qui ici se considérait comme une personne qui est dans un rôle ou un rôle dont une des responsabilités, c'est d'accueillir, d'accompagner, de former des nouvelles personnes dans un conseil d'administration. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Parfait. Michel, sûrement de par ton rôle, je fais appel ici aux présidences de conseils d'administration de ce monde, peut-être même aux vice-présidences, aux secrétaires de gouvernance, peut-être même des directions générales. Quand on pense à onboarding dans un CA, il peut y avoir certaines responsabilités d'onboarding qui peuvent être partagées entre les dirigeants et les dirigeantes parfois. Ça arrive. On sait qu'on a Michel. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Si vous êtes une de ces personnes qui avez comme responsabilité, de par votre rôle dans le CA, d'onboarder, d'accueillir, de former des nouvelles personnes au conseil d'administration. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a répondu. Merci pour ça. Merci Selma aussi de t'identifier. Avant de rentrer dans vraiment le vif du sujet, il faut comme faire un petit détour. Je reviens rapidement en quelques diapositives sur les bases de la gouvernance d'organisation sans but lucratif. Toute nouvelle personne
sur un conseil d'administration devrait être le plus familier possible, le plus vite possible avec les bases de la gouvernance d'une organisation sans but lucratif. Donc, on commence au tout début. Qu'est-ce qu'une OSBL? Souvenez-vous, c'est une organisation privée sans capital action. L'OSBL n'est pas une entreprise publique. Si une OSBL reçoit des fonds publics pour des initiatives ou des programmes, ça ne fait pas d'elle une organisation publique. Hein, l'OSBL qui reçoit des fonds gouvernementaux, par exemple, pour offrir un programme ou un service, ça ne fait pas d'elle une entreprise publique. Ça fait d'elle une entreprise privée qui est redevable à son bailleur de fonds. L'imputabilité pour ces fonds-là auprès des payeurs de taxes n'appartient pas directement à l'OSBL. C'est le bailleur de fonds qui va être imputable devant le payeur de taxes. Toi, ton OSBL, tu es redevable envers le bailleur de fonds. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour mettre l'emphase sur le fait qu'une organisation sans but lucratif, c'est une entreprise privée, mais qui est sans capital action. Il n'y a pas d'actionnaire direct en OSBL. Ici, je veux dire actionnaire dans le sens quelqu'un qui pourrait bénéficier à la fin de l'année de surplus générés par l'entreprise. Par exemple, moi, je suis actionnaire dans mon entreprise. Je peux recevoir à la fin de l'année des surplus s'il y en a, selon le nombre d'actions que j'appartiens. Ben, l'OSBL, elle, à la fin de l'année, si elle génère des surplus, ces surplus-là doivent être réinvestis dans la mission. Hein? L'OSBL, c'est une organisation privée, entreprise privée, sans capital action. Une organisation qui peut exercer ses activités dans différents domaines, hein, des organismes sans but lucratif. On en connaît toutes et tous qui œuvrent dans plein de différents secteurs. Le secteur culturel, le social, le religieux, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducation, pour ne nommer que ceux-là. Une organisation sans but lucratif peut s'activer dans toute activité sociale de son choix, même une activité commerciale. Avez-vous déjà entendu le concept d'entrepreneuriat social? Hein, l'organisme à but non lucratif peut, pourvu que ce soit en lien avec sa mission, ses objets, tels que cités dans ses documents constituants, l'OSBL peut se livrer à des activités commerciales. J'ai vu qu'il y avait des gens des garderies tout à l'heure. Pensez aux garderies. Vos garderies où la plupart je vais faire référence ici là, à la garderie communautaire de Caraquette parce que je sais que vous êtes dans la salle. La garderie communautaire de Caraquette est probablement une OSBL qui vend des services. Hein? Dans ce cas-ci, elle vend des services de garde. Donc, c'est une organisation à but non lucratif, mais elle mène une activité commerciale. Vente de produits et services. Et à la fin de l'année, s'il y avait des surplus dans la garderie, j'imagine que ces surplus-là sont réinvestis dans l'entreprise, dans de l'équipement, dans des hausses salariales, dans de l'infrastructure, dans un fonds de réserve, dans un fonds d'urgence. Hein, vous voyez l'idée ici, le point que je veux que vous vous souvenez, c'est que l'OSBL privé, sans capital action, et s'il y avait des surplus par une activité commerciale quelconque liée à ces objets, ces surplus-là doivent, de par la loi, être réinjectés dans la mission de l'entreprise. Ça, c'est une OSBL dans sa définition la plus... On essaie d'être simple ici, mais on essaie d'être complet en même temps. Puis là, si on continue dans notre idée de les bases de la gouvernance que tout administrateur ou administratrice devrait connaître, bien, je vous viens ici avec notre définition de qu'est-ce que c'est la gouvernance.
Si moi, je siège sur un conseil d'administration d'une OSBL, là, je comprends un peu mieux qu'est-ce qu'une organisation sans but lucratif. Mais maintenant, c'est quoi de la gouvernance? Parce que si vous cherchez dans les lois au pays qui encadrent les organismes à but non lucratif, vous n'allez pas trouver une définition de la gouvernance. La gouvernance, c'est un terme de gestion. C'est un terme de gestion qui désigne l'ensemble des outils, mécanismes, structures, processus dont vous vous dotez comme conseil d'administration pour prendre les meilleures décisions possibles pour le bien de l'entreprise. La gouvernance, ça sert à assurer la bonne conduite de l'organisation. La bonne gouvernance sert à mettre en place un fonctionnement qui vous permet, comme CA, de respecter vos obligations fiduciaires, l'ensemble de vos obligations fiduciaires, financières, légales, éthiques, et de rencontrer vos responsabilités sociales si vous en avez. Une bonne gouvernance, souvenez-vous, c'est la toile de fond d'une culture saine d'imputabilité. C'est par nos outils, nos mécanismes, nos structures et nos pratiques qu'on va s'assurer en tant que CA d'avoir une bonne culture d'imputabilité. C'est aussi comme ça qu'on va s'assurer de structurer notre organisation pour être capable de pratiquer la diligence raisonnable, maintenir l'assurance raisonnable que les choses vont bien. Quand vous pensez à votre conseil d'administration et quand vous pensez à tous les outils, mécanismes, structures et pratiques de gouvernance qui vous permettent d'être efficace, de prendre les bonnes décisions et de pratiquer votre diligence raisonnable, à quoi vous pensez? Je sais que moi, quand je pense à un CA qui, de par ses outils, mécanismes, structures et pratiques, pratique une bonne diligence, je pense à une panoplie de documents. En premier lieu, je pense à des statuts constitutifs à jour. Je pense à des règlements administratifs conformes. Je pense à des politiques. Je pense à des procédures. Mais je pense aussi à certains mécanismes et certaines structures. Par exemple, une bonne structure de comité. Hein, donc, quand vous pensez gouvernance, pensez termes de gestion, pensez outils, processus, mécanismes qui permettent au CA de prendre les meilleures décisions possibles pour l'entreprise. Pour continuer, dans les bases, 4 obligations légales d'une personne qui siège sur un conseil d'administration. Quelles sont tes obligations d'administrateur et d'administratrice selon la loi? La première, c'est l'obligation de bien comprendre et de respecter les lois ainsi que les règlements particuliers qui régissent l'organisme. Là, je suis certaine que si je vous pose la question, vous allez me mettre plein d'affaires dans le chat. Mais allons-y donc. Quel exemple avez-vous de loi ou de règlement particulier qui s'applique à vous comme OSBL? Mettez-nous ça dans le chat. Rappelez-vous que de comprendre et respecter ces lois et ces règlements-là, ça fait partie d'une de vos obligations légales en tant qu'administrateur et administratrice. Par exemple, pour une organisation incorporée en Ontario, une des lois, ce serait la LOSBL, la loi de l'Ontario sur les organisations sans but lucratif. Je suis certaine que vous en avez d'autres, je vous laisse les mettre dans le chat. La deuxième obligation légale de laquelle je veux vous parler brièvement aujourd'hui, c'est l'obligation de loyauté envers l'organisme. Définition du territoire couvert. Michel me dit que c'est un élément de statut, ça. Donc oui, c'est un exemple d'une loi ou d'un règlement particulier qui vous régisse. Si c'est écrit dans vos statuts que vous desservez telle région, vous devez respecter. Vous pouvez toujours le changer avec l'approbation de l'Assemblée des membres à 2/3, mais ça reste que, effectivement, c'est une règle que vous devez respecter. Deuxième obligation légale, c'est l'obligation de loyauté envers l'organisme.
Qu'est-ce que ça veut dire? La loi s'attend de vous à ce que vous preniez les meilleures décisions possibles pour l'entreprise, en absence d'influence externe. La troisième obligation légale, souvenez-vous, si vous siégez à un conseil d'administration, c'est l'obligation de confidentialité ou de discrétion touchant les discussions lors des rencontres de l'organisme, incluant bien sûr les rencontres de CA, les rencontres de comité et autres rencontres statutaires ou officielles de l'organisation. Je vous l'avoue, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Julie, peux-tu nous expliquer exactement qu'est-ce qui est confidentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas quand ça vient de discussions autour de la table de conseil d'administration? Ce que je réponds quand les gens me posent cette question-là, c'est considérer tout ce qui se dit autour de la table du conseil comme étant confidentiel. Et donc, faites preuve de discrétion en reconnaissant que parfois, le CA va s'entendre que suite à la rencontre de CA, on va aller communiquer une certaine information à une partie prenante spécifique ou à un groupe de parties prenantes spécifiques. Et voici qui va le faire, quand et comment. Donc, je me répète ici, puis je finis là-dessus pour la confidentialité. Toute la discussion du conseil devrait être confidentielle, sauf les informations sur lesquelles le conseil s'entend qu'il va partager à l'externe. Voyez-le comme ça. C'est la meilleure façon de ne pas se tromper. La loi s'attend de vous, comme administrateur, administratrice, à ce que vous gardiez les discussions du CA confidentielles et que vous faites preuve de discrétion. La dernière obligation légale, qu'est-ce que la loi s'attend de vous, comme administrateur, administratrice? C'est l'obligation de diligence raisonnable par rapport aux décisions qui sont prises pour l'organisme. Est-ce qu'on a pris notre décision ou est-ce qu'on prend nos décisions avec l'information à notre disposition en ayant posé des questions pour le bien de l'organisme? La loi ne s'attend pas de vous de la diligence absolue, mais bien de la diligence raisonnable. Meilleure décision possible pour l'organisation en l'absence d'influence externe avec l'information fiable à notre disposition. Puis si on ne le sait pas, comme administrateur ou administratrice ou comme CA, quelle est la bonne décision à prendre? Souvenez-vous toujours qu'il y a des occasions où le CA va peut-être devoir aller consulter à l'extérieur, soit un avis professionnel ou un avis légal. Souvenez-vous, diligence raisonnable. Je vais un tout petit peu plus loin avec ce concept-là, puis ensuite on rentre dans le vif de notre sujet. On est dedans quand même, on est en train de parler de qu'est-ce que je dois savoir si je suis nouveau ou nouvelle à un CA. Je veux juste rapidement, parce que je vous ai parlé de diligence raisonnable ici, je vais vous le traduire, due diligence, on l'entend souvent celle-là. Qu'est-ce que la diligence raisonnable? Souvenez-vous, c'est un concept juridique et éthique qui désigne l'obligation d'agir avec un niveau de soin, de prudence et de responsabilité que l'on attendrait d'une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires. J'ai zéro crédit pour ceci. C'est pas moi qui ai inventé cette définition-là. La diligence raisonnable, elle est définie légalement comme étant l'obligation d'agir avec un niveau de soin, de prudence et de responsabilité qu'une personne raisonnable comme vous, placée dans votre situation, ferait. Cette personne raisonnable-là, elle est fictive. On ne s'attend pas de vous à ce que vous soyez toutes et toutes des juristes. Par contre, la loi s'attend de vous à ce que vous respectiez les lois qui s'appliquent à vous. Ça veut dire, par exemple, connaître la loi sur les OSBL qui vous incorpore, selon laquelle vous êtes incorporé, et comment aller la chercher, puis comment l'interpréter. Ça peut dire ceci. La loi ne s'attend pas de vous à ce que vous soyez des juristes. La loi s'attend de vous à ce que vous connaissiez les lois qui s'appliquent à votre OSBL et que vous y demeuriez conforme.
Qu'est-ce que je dois savoir comme personne qui siège sur un conseil d'administration, surtout si je suis nouvelle? Ben, c'est qu'il existe différents modèles de gouvernance. Est-ce qu'il y en a ici, puis on va continuer à se servir du chat, est-ce qu'il y en a ici qui siègent sur des conseils d'administration d'organismes où il n'y a pas d'employés? La question que je vous pose indirectement ici, c'est est-ce qu'il y en a d'entre vous qui êtes sur un CA qui est opérationnel, c'est-à-dire un CA où les administrateurs et administratrices et dirigeants, dirigeantes font à la fois tout ce qui est programme et services, ils livrent les programmes et services où ils organisent les activités et qu'ils font aussi la gouvernance. Est-ce qu'il y en a ici qui sont dans des CA qui sont opérationnels, c'est-à-dire des CA d'organismes dans lesquels il n'y a pas d'employés? C'est le CA qui fait tout. Je vous laisse le mettre dans le chat si c'est le cas, simplement pour que je le sache. Le modèle de gouvernance, souvenez-vous, c'est le système ou le fonctionnement qui est choisi par le conseil pour assurer une culture d'imputabilité envers les parties prenantes. Il y a vraiment 3 modèles de gouvernance précis. Gouvernance axée sur la gestion. Ça, c'est par exemple les conseils d'administration où il n'y a pas d'employés. Les personnes autour de la table du CA sont non seulement responsables pour la gouvernance, mais sont aussi responsables pour la livraison, l'organisation des programmes, des services et des activités. Il y a ensuite un deuxième modèle de gouvernance ici, puis je soupçonne que la plupart d'entre vous travaillez ou œuvrez dans des CA d'organismes qui ont ce modèle de gouvernance-là, c'est-à-dire le modèle de gouvernance axé sur les résultats et la surveillance. Ça, c'est un modèle de gouvernance typique d'une organisation où il y a une direction générale et des employés, même parfois une petite équipe de gestion. Hein, pensez DG, direction des finances, direction des opérations, par exemple. Quelque chose du genre, ou direction des ressources humaines. Ça, c'est une organisation qui, typiquement, va avoir un modèle de gouvernance qui est axé sur les résultats et la surveillance. Le dernier, souvent plus typique d'institutions, pensez institution, hôpital, conseil scolaire, grosses institutions. Gouvernance axée sur les finalités, souvent appelée de la gouvernance par politique. Selon votre modèle de gouvernance, le CA va sûrement fonctionner un peu différemment. Par exemple, si vous êtes une organisation qui est dans un modèle de gouvernance axé sur la gestion, vos rencontres vont peut-être avoir l'air, vos rencontres vont peut-être être différentes d'organismes qui ont un modèle de gouvernance axé sur les résultats. Comment? Par exemple, dans un modèle de gouvernance axé sur la gestion, hein, là où le CA fait tout, les opérations et la gouvernance, on a tendance à retrouver une rencontre de CA qui va être carrément séparée en deux. Pas juste séparée en deux, opérationnel puis gouvernance, mais parfois animée ou présidée aussi par 2 différentes personnes. On va avoir la personne dans le CA qui est plus en charge des programmes, services et activités qui va animer la portion de la rencontre où ce qu'on parle des activités, des programmes et des services, hein, où ce qu'on parle des opérations, où ce qu'on parle du quotidien. Puis on va souvent avoir une autre personne qui va être responsable de présider l'autre portion de la rencontre. Souvent la présidence du CA ou autre dirigeant. Tandis qu'une rencontre de CA d'une organisation qui a un modèle de gouvernance axé sur les résultats, ça va être un peu différent. La rencontre va souvent être structurée autour, grosso modo, des rapports des dirigeants et des dirigeantes. Rapport de la direction générale, rapport de la présidence du comité de finances, trésorière, rapport du comité d'encadrement de compensation d'évaluation de la DG, présidence du CA et
Présidence du comité de gouvernance et de fonctionnement, souvent la secrétaire de gouvernance. Donc, on n'aura pas dans ce modèle-là une rencontre scindée entre opérationnel et gouvernance. On va vraiment avoir un rapport de la DG qui va nous faire état souvent des opérations, des résultats en lien avec les opérations. Puis les autres dirigeants, dirigeantes vont venir nous parler des travaux des comités et vont présenter au CA, par exemple, les recommandations qu'ils ont. Je vais parler moins du troisième. Si vous êtes en milieu institutionnel et ça vous tenterait d'en jaser, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mais je vais vraiment insister aujourd'hui juste sur ces deux modèles-là. Le modèle axé sur la gestion, CA opérationnel, puis gouvernance axée sur les résultats et la surveillance, qui est vraiment un modèle de gouvernance. On a appelé ceci notre modèle de gouvernance efficace, qui ressemble un peu à ça. Les composantes principales de mon modèle de gouvernance efficace ici. Première composante principale, j'attire votre attention vers la ligne tiretée rouge qui sépare grosso modo le diagramme en deux. Au-dessus de cette ligne-là, on a les membres, les propriétaires, qui vont élire un conseil d'administration. Les personnes qui travaillent au-dessus de la ligne sont les personnes dans une organisation, dans un modèle de gouvernance axé sur les résultats et la surveillance. Ce sont les personnes qui vont travailler le quoi. Ce sont les personnes qui vont être responsables du cadre stratégique, de la gestion des risques, des politiques, du budget global. Les gens au-dessus de la ligne vont être en mode surveillance, plus ou moins. J'attire votre attention sur la deuxième portion du diagramme maintenant. Dans un modèle de gouvernance où il y a une direction générale, des employés et tout ça, les personnes qui sont sous la ligne tiretée rouge, on appelle l'équipe opérationnelle, c'est la cuisine, c'est là où on fait la soupe, c'est là où la direction générale, les employés, les bénévoles, etc., s'affairent à mettre en œuvre la mission de façon efficace et efficiente. Les personnes sous la ligne, DG, employés, etc., vont être responsables du comment, du fonctionnement, des procédures, des plans de mise en œuvre, plans de mise en œuvre du cadre stratégique. Ça va être les personnes sous la ligne qui vont être responsables de la gestion quotidienne des ressources humaines, personnes en dessous de la ligne, personnes dans la cuisine qui sont responsables de livrer les programmes et services avec excellence, à la hauteur de la satisfaction des clientèles. Ce sont les personnes qui vont être responsables des finances, des communications, du marketing. Mon souhait, c'est que si vous êtes nouveau, nouvelle dans un CA et que vous voyez ce genre de modèle de gouvernance-là pour la première fois, rappelez-vous, si je suis au-dessus de la ligne, si je suis un administrateur ou une administratrice, la plupart des questions que je pose en CA et les questions qui me préoccupent en comité sont beaucoup orientées vers le quoi. C'est quoi la stratégie? C'est quoi les risques? C'est quoi les politiques? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils nous servent bien? Est-ce qu'elles sont correctes? Budget global, surveillance des finances. Ça, c'est ce qui me préoccupe. Si je suis en bas de la ligne, c'est vraiment la livraison des programmes, des services, la mise en œuvre efficace de la mission. Et donc, au-dessus de la ligne, le quoi, question de CA. En dessous de la ligne, le comment, question d'équipe de mise en œuvre. Maintenant, cela étant dit, je vous ai présenté en mode survol les bases de la gouvernance d'organismes à but non lucratif. Là, on y va un peu plus de détails. C'est quoi les 5 habitudes d'un administrateur ou d'une administratrice efficace? Un administrateur ou une administratrice efficace va se préparer et s'informer avant chaque réunion. Afin de contribuer de manière éclairée aux discussions stratégiques,
et prendre des décisions en connaissance de cause. Comment est-ce que je fais ça si je suis un nouvel administrateur, une nouvelle administratrice? S'assurer de lire l'ordre du jour et tous les documents transmis avant la réunion, pas pendant la réunion. Ce que ça va vous permettre de faire comme nouvelle personne autour de la table, de lire l'ordre du jour ainsi que l'ensemble de la documentation transmise à l'avance, ce que ça va vous permettre de faire, c'est peut-être vous faire réaliser qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas en lien avec l'organisme, ses programmes, ses services. Là, vous avez deux choix. Vous pouvez bien sûr garder ces questions-là pour la rencontre du CA. N'oubliez pas, par exemple, qu'il y a des questions en CA qu'on n'a juste pas le temps d'aborder. Surtout des questions très, très opérationnelles. Mais comme nouvelle personne autour de la table, ça se peut que vous les ayez, ces questions opérationnelles-là. Si tu lis la documentation à l'avance, tu peux préparer tes questions. Tu peux même peut-être avoir, avant une rencontre de CA, une petite discussion avec la présidence du conseil ou la direction générale pour poser quelques questions d'ordre opérationnel. Pourquoi tu voudrais faire ça? Pour bien comprendre les enjeux. Pour qu'une fois que tu arrives à la rencontre du conseil, tu poses des bonnes questions, les questions pertinentes. Et si tu as réalisé avant que tu avais des questions, pose-les avant. Qu'est-ce que ça veut dire aussi se préparer et s'informer avant chaque réunion? Ça veut aussi dire se familiariser avec les états financiers et les rapports de performance de l'organisme. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, avant une rencontre de CA, prends le temps de te familiariser avec l'ensemble de la documentation et pose les questions qui peuvent être posées à l'avance, aux personnes qui sont capables de te répondre. C'est toute la question du mentorat prend son importance. Un bon programme de mentorat ou un bon programme d'accompagnement, onboarding pour les nouvelles personnes, ça va loin. Surtout pour les nouveaux, les nouvelles. La prochaine habitude que je t'invite à développer et sur laquelle je t'invite à réfléchir comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, c'est de poser des questions stratégiques pour stimuler la réflexion collective. Une habitude d'un bon administrateur, une bonne administratrice, c'est de ne pas se limiter à écouter. Contribuer activement à la discussion en posant des questions qui font avancer la réflexion. Ça veut dire se concentrer sur les enjeux de fond plutôt que sur les détails opérationnels. Si, comme administrateur ou administratrice, tu as le goût de poser une question qui se rapporte au comment, comment tu as décidé de livrer ce programme ou ce service-là? Je t'invite à te reprendre. Parce que ça risque d'être une discussion qui va glisser vers la cuisine. Je t'invite comme administrateur, administratrice, de chercher à comprendre plutôt qu'à imposer ton point de vue aussi. Ça veut dire quoi, ça? Éviter de poser des questions avec le comment, c'est poser, plutôt des questions ouvertes pour favoriser la discussion. Est-ce qu'on a réfléchi à l'impact à long terme de cette décision-là? Y a-t-il un risque ici, outre ceux qu'on a identifiés? Est-ce qu'on a pensé à ça? Comment est-ce que cette initiative-là cadre dans notre stratégie? Est-ce qu'on a une politique sur la question? Hein? On est dans le quoi? Donc, une des habitudes d'un administrateur ou d'une administratrice efficient, poser des questions stratégiques pour stimuler la réflexion collective. Utiliser toute la notion d'utiliser des questions ouvertes, voici ce que ça peut faire parfois. Je vous fais ici la différence entre poser une question qui a une réponse oui ou non versus poser une question ouverte. Poser une question ouverte peut stimuler d'autres questions des autres personnes
ou peut tout simplement aussi avoir comme répercussion qu'il y a quelqu'un autour de la table qui va penser à quelque chose d'autre ou va revenir tout simplement sur quelque chose dont on a déjà discuté pour faire la lumière sur la question avec tout le monde. La chose que je vous invite à retenir ici, c'est question ouverte sur le comment, non. Question ouverte sur le quoi, stratégie, budget, gestion de risque, surveillance, politique. Éviter les questions de style oui ou non qui peuvent mener à un glissement vers l'opérationnel. Prochaine habitude. Respecter la distinction entre la gouvernance et la gestion des opérations. Comme personne qui siège sur un conseil d'administration, comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, je t'invite à te concentrer, garder un focus sur la mission, la vision et les objectifs à long terme de l'organisme. Ça passe par un haut niveau de confiance à l'équipe opérationnelle. Ne pas interférer dans l'exécution des tâches quotidiennes. Poser des questions sur est-ce que cette initiative-là est en ligne avec notre stratégie? Fine. Commencer à poser des questions sur le pourquoi là, à cette activité-là, tu avais disposé la salle en 8 tables au lieu de 12. Il me semble que ça aurait été mieux d'avoir 6 personnes au lieu de 12. Là, tu es en train de glisser dans les opérations. Puis ici, là, je vais faire attention quand même, parce que quand je dis faire confiance à l'équipe opérationnelle, ici, ce que je veux dire, c'est faire confiance aux gens qu'on a embauchés pour faire le travail. Et s'assurer qu'on a les bons mécanismes d'évaluation de la performance de ces personnes-là à qui on a confié la gestion de l'organisme. Si on évalue notre DG, si on a un cadre d'imputabilité clair pour elle et que les rôles et responsabilités sont clairs, on a tout ce qu'on a besoin pour l'évaluer. Et donc, si elle est là, notre DG, et elle est évaluée selon des critères et qu'elle fait la job, à notre satisfaction comme CA, selon le cadre d'imputabilité préétabli, on a très peu de raisons de ne pas lui faire confiance. Ce que je t'invite à te souvenir ici comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, c'est de respecter la distinction entre gouvernance et gestion opérationnelle, puis faire plein usage des cadres d'imputabilité en place ou de les développer s'ils ne sont pas en place. Il n'y en a pas de cadre d'imputabilité de la direction générale avec des critères de performance opérationnelle et stratégique bien établis sur lesquels on va l'évaluer. Je t'invite à en proposer un. Ou s'il n'y en a pas dans ton organisme, quand tu arrives, je t'invite à demander à ton mentor ou à la présidence ou à quelqu'un autour de la table comment est-ce que ça fonctionne d'abord dans ce conseil ici si on n'a pas de cadre d'imputabilité. La question à poser ici, c'est où sont décrit les rôles et les responsabilités qui y sont associés. Là, je ne parle pas juste des rôles et responsabilités de la DG ici. Je parle aussi des rôles et responsabilités de chaque personne autour de la table du conseil. Où est-ce que c'est écrit qui fait quoi? Où est-ce que c'est écrit le rôle de la présidence puis les responsabilités de la présidence du CA qui viennent avec? Du même côté qu'il y ait où le cadre d'imputabilité de la direction générale avec les choses sur lesquelles on va l'évaluer à la fin de l'année? Donc, utiliser le cadre d'imputabilité, je veux quasiment dire les cadres d'imputabilité pour clarifier les rôles et les responsabilités. Ça aide vraiment à respecter cette distinction-là entre gouvernance et gestion opérationnelle. La prochaine habitude d'un bon administrateur ou d'une bonne administratrice dont j'aimerais vous parler ici, c'est adopter une posture de collaboration et d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'invite comme administrateur ou administratrice de pratiquer l'écoute active en reformulant et en validant la compréhension des propos des autres. Est-ce que j'ai bien compris
Pierre, quand tu disais que cet élément-là est aligné avec la stratégie, est-ce que j'ai bien compris que c'est parce que A, B, C, D, E? Pratiquer ce genre d'écoute active-là quand tu es nouveau, nouvelle autour de la table, ça peut t'aider, toi, à t'assurer que tu as bien compris. Et tu sais quoi? Ça peut même avoir comme conséquence de faire penser à quelqu'un d'autre autour de la table à quelque chose d'autre. Peut-être que tu es même en train de contribuer à un haut niveau de clarté autour de la table du conseil. Peut-être qu'en reformulant et en validant ta compréhension des propos des autres, tu vas peut-être amener quelqu'un à se dire: ah, ben merci de le synthétiser comme ça, je n'y avais pas pensé de cette façon-là. Je t'invite aussi, comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, de favoriser un climat de confiance en respectant les divers points de vue. Dire des choses comme: sais-tu quoi, Jeanne? J'avais pas pensé à ça. J'aime ton point de vue. Merci du partage. Toi aussi, comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, il y a sûrement des façons auxquelles tu peux penser de, qui va favoriser un climat de confiance. Je t'invite aussi, comme nouvelle personne autour d'une table de conseil, de chercher à comprendre les dynamiques du CA et l'historique des décisions avant d'apporter des propositions. Ça a l'air de quoi? Moi, je suis nouvelle autour de la table. Scénario, c'est ma deuxième rencontre de CA. Je suis en train de lire toute la documentation qui m'est envoyée. Puis, j'ai peut-être une suggestion sur un enjeu stratégique ou un risque qui m'a été présenté dans cette documentation-là. Ben, avant d'amener ma suggestion à la table du conseil, peut-être que c'est une bonne idée de la valider avec mes collègues. Surtout si je suis nouvelle, peut-être que je fais appel à la présidence, peut-être que je fais appel à la secrétaire de gouvernance ou peut-être même que c'est une question opérationnelle que je peux poser à la direction générale qui va m'aider à déterminer est-ce que c'est une proposition que j'apporte ou non à la table du conseil. Donc, chercher à comprendre les dynamiques et aussi l'historique des décisions avant d'apporter des propositions, ça peut m'aider. Aller fouiller dans des anciens PV aussi, ça peut peut-être être utile, surtout si la question est spécifique à un enjeu ou une grosse décision. Ça va-tu? La dernière habitude, s'engager activement dans la vie du CA et de l'OSBL. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, je t'invite à participer à au moins un comité du conseil. Je t'invite aussi à t'impliquer dans l'organisation. C'est une chose de siéger à une table de CA, c'est une autre chose de lever sa main et de dire oui, moi je vais y aller donner mon temps au souper du maire, je vais aller servir du spaghetti ou je vais aller prendre des billets à la porte. S'impliquer dans la vie de l'organisme à but non lucratif, ça peut aussi vouloir dire représenter l'OSBL lorsqu'on me le demande auprès de partenaires, bailleurs de fonds, décideurs, politiciens, peu importe. Ça veut aussi dire ça. S'engager activement dans la vie du CA et de l'OSBL, ça veut aussi dire, comme nouvel administrateur ou nouvelle administratrice, continuer de me former sur les meilleures pratiques en gouvernance d'OSBL. Rester à l'affût, bien comprendre le contexte dans lequel l'OSBL évolue, bien comprendre l'organisme, ses clientèles principales, ses programmes et services. Je passe aux pièges, risques, astuces et impact. Un manque de préparation dès le départ. Le piège que je veux vous partager aujourd'hui ici, c'est arriver à ton premier CA sans avoir pris le temps de comprendre l'organisation et son fonctionnement. Le risque, ce qui risque d'arriver, c'est que tu risques d'avoir de la difficulté à suivre les discussions stratégiques. Tu vas peut-être aussi te sentir impuissant ou impuissante. Comble de malheur, tu pourrais ressentir que tu n'as pas vraiment d'impact sur les décisions. Pourtant, n'est-ce pas que quand tu t'es impliqué, c'était parce que tu voulais faire une différence, tu voulais contribuer? Ça peut être un peu démoralisant d'arriver à son premier CA pas préparé et donc de ne pas avoir l'impact désiré.
L'astuce que j'ai pour toi ici, puis tout de suite après, je t'amène dans un outil qui va t'aider à pratiquer cette astuce-là, c'est de lire les documents de gouvernance avant même la première rencontre de CA. C'est poser des questions sur le processus d'intégration. C'est demander à un mentor parmi des administrateurs, un administrateur ou une administratrice chevronnée. L'impact, ça va sûrement résulter dans ton intégration plus rapide puis une contribution pertinente de ta part dès les premières rencontres. Je te propose un outil en lien avec l'astuce ici. Lire les documents de gouvernance, poser des questions sur le processus d'intégration et tout cela. Ça veut dire quoi, ça? Lire les documents de gouvernance. Je t'ai développé un petit outil qui s'appelle ma checklist de nouvelles administrateurs, administratrices. Dans un instant, je vais mettre un lien dans le chat qui va te permettre de créer une copie de ce document si tu le souhaites. Je l'ai appelé ma checklist de nouvelles administrateurs, administratrices. Ici, je t'ai mis 3 grandes catégories de choses à considérer, lire, comprendre et sur lesquelles poser des questions même avant que tu arrives à un conseil, à ta première rencontre. Première grande catégorie, comprendre l'organisme et son mandat. Lire les statuts et règlements. Comprendre la mission, la vision, les valeurs. Prendre connaissance des principaux projets et programmes. Identifier les bénéficiaires et parties prenantes clés. Ou sinon, demander l'information là-dessus. Deuxième grande catégorie, comprendre mon rôle et mes responsabilités. Lire la description de rôle des administrateurs et des administratrices. Comprendre la distinction entre gouvernance, CA, et gestion opérationnelle, DG et son équipe. Me familiariser avec les obligations légales et fiduciaires d'un administrateur ou d'une administratrice. Puis là, il y a différentes façons de faire ça. Tu peux te procurer de la lecture, tu peux demander des ressources, tu peux suivre une formation. Connaître les principes de la diligence raisonnable, de la loyauté et de la transparence, applicables à un administrateur, à une administratrice. Vérifier s'il y a une assurante responsabilité civile des administrateurs et des administratrices pour te protéger dans ton rôle. Identifier les principaux comités du CA, bien comprendre leur mandat, quelles sont les tâches annuelles reliées à ces principaux comités-là. Et connaître la dynamique de gouvernance et les interactions clés. Connaître le calendrier de gouvernance et les dates clés. Rencontrer la présidence du CA pour mieux comprendre la dynamique du conseil, avant même la première rencontre. Demander une rencontre d'intégration avec un ou une administrateur ou administratrice expérimentée. Observer les échanges pour bien saisir la culture du conseil. Donc, ici, je vous l'ai montré à l'écran, mais je vous donne aussi le lien. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Laissez-moi faire ma petite manœuvre, puis ça va vous permettre d'avoir le lien si vous voulez faire une copie de ce document-là, de vous en servir comme checklist pour vous, ou peut-être de la proposer à quelqu'un dans votre conseil que vous savez qui est nouveau. Puis peut-être, si vous êtes responsable du processus d'onboarding dans votre conseil, bien, ce sont peut-être des choses à garder en tête, et à inclure dans votre programme d'intégration. Donc, si tu cliques sur le lien que j'ai mis dans le chat, ça devrait t'ouvrir une fenêtre qui te permet de faire une copie. Et une fois que tu as ta copie, bien sûr, tu peux, si tu le souhaites, cocher ce que tu as déjà fait comme nouvelle personne, noter peut-être ce qui manque dans ton conseil, qui peut te permettre peut-être de cibler une piste d'amélioration pour le processus d'accueil dans ton conseil. Donc, le lien est dans le chat. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous faire une copie de ce petit outil-là que j'ai appelé ma checklist de nouvelles administrateurs, administratrices. Oh, j'espère que vous m'entendez toujours. J'ai juste un petit message de mes écouteurs. Si vous ne m'entendez plus, en tout cas, dites-le moi dans le chat, mais oui, ça va. Parfait. Il y a quelqu'un qui me dit « j'arrive pas à faire une copie ». En cliquant sur le lien, il devrait y apparaître une fenêtre qui dit « make a copy ».
Et la bonne nouvelle aussi, c'est que l'outil que je vous ai proposé, vous allez également le recevoir dans le courriel de suivi à cette rencontre ici. Donc, le deuxième piège ici, c'est confondre le stratégique et le rôle opérationnel. Le piège ici que je mets devant vous comme nouvel administrateur, nouvelle administratrice, c'est de vouloir s'impliquer dans la gestion quotidienne de l'organisme plutôt que de rester dans son rôle de gouvernance. Parce que ça peut être tentant, surtout pour ceux et celles qui ont de l'expérience de gestionnaire ou ceux et celles qui gèrent leur propre entreprise ou même ceux et celles qui sont très actifs au niveau opérationnel dans une OSBL comme employé autre qu'une DG. Le risque ici, hein, si on s'implique dans la gestion quotidienne plutôt que de rester dans son rôle de gouvernance, on peut nuire à la dynamique entre le CA et la direction générale. Ça peut aussi mener dans de la confusion des responsabilités, puis à la limite, inefficacité du conseil. Le mot que j'aime utiliser ici, c'est un CA qui s'ingère dans les opérations peut avoir comme impact de déresponsabiliser la direction générale face à ce qu'on lui a délégué comme responsabilité. L'astuce pour éviter de confondre le stratégique et le rôle opérationnel, c'est toujours se poser la question, est-ce que la discussion qu'on est en train d'avoir concerne la stratégie, les politiques, la gestion des risques, les finances, la pérennité à long terme, ou est-ce qu'on est en train de parler de la façon dont on livre nos services ou de la façon dont on gère nos activités? Une question à te poser constamment comme administrateur et administratrice, c'est est-ce que cette discussion concerne la stratégie ou l'opérationnel? Ou est-ce que ma question ou est-ce que ce que j'amène concerne la stratégie ou est-ce que je suis en train de glisser dans la cuisine? L'astuce ici, le deuxième point à l'astuce ou la deuxième portion, c'est utiliser le cadre d'imputabilité pour clarifier les rôles. L'impact ici, c'est un CA efficace qui soutient la direction sans empiéter sur sa responsabilité. Ses responsabilités, pardon. Hein, la DG a ses responsabilités et le CA a les siennes, favorisant ainsi une meilleure collaboration. Ne pas oser poser des questions dès le début. Pardon, j'ai le piège décrit 2 fois ici sur ma diapositive. Je vous demande d'ignorer la redondance. Le piège ici, c'est penser qu'il faut attendre d'avoir plus d'expérience pour s'exprimer en rencontre de CA. C'est pas parce que tu es nouveau, nouvelle que tu n'as pas le droit de poser des questions. C'est pas parce que tu es nouveau, nouvelle que tu n'as pas le droit de te demander et de demander à la direction générale comment est-ce que cette initiative ou ce programme-là rentre dans notre cadre stratégique. C'est pas parce que tu es nouveau, nouvelle à la table que tu peux pas poser des questions comme est-ce que nos politiques et procédures en ressources humaines sont conformes à la loi sur les normes du travail de l'Ontario? Le risque ici de penser qu'il faut attendre d'avoir plus d'expérience pour s'exprimer en réunion, ça peut être manquer l'occasion d'apporter une valeur ajoutée et risquer de voter sur des décisions sans bien les comprendre. Prise de décision éclairée, rappelez-vous votre devoir de diligence raisonnable. Je veux aussi être réaliste ici. Je sais que moi, quand j'ai rejoint mon premier conseil d'administration il y a 11 ans, 12 ans, presque, c'est arrivé en réunion quand j'étais nouvelle de me faire dire, en tout respect, euh, toute collégialité, par la direction générale, oui, Julie, ça c'est une question opérationnelle. Puis ta question, elle est valide, mais elle touche un aspect des opérations. Donc, pour rester dans le stratégique en rencontre de CA et tout ça, si tu te poses vraiment cette question-là, ça me ferait plaisir de t'en parler à l'extérieur de la rencontre. Pas parce qu'elle va me révéler plein de secrets là, ou quoi que ce soit, mais
Être nouveau, nouvelle à la table, ça veut aussi parfois vouloir dire on peut se faire dire par la présidence ou par un collègue autour de la table ou par la DG que ça, c'est une question opérationnelle et que j'ai droit à l'information. Fait qu'on valide ma question et on m'invite à avoir une discussion un à un avec quelqu'un qui a plus d'expérience au CA pour que je puisse m'informer là-dessus et pour mieux comprendre, pour pouvoir participer activement à la prise de décision éclairée, prise de décision stratégique et tout ça et tout ça. L'astuce, ici, bien sûr, c'est de pratiquer l'écoute active en rencontre, poser des questions ouvertes pour mieux cerner les enjeux et stimuler la réflexion collective. Donc, en plus de l'astuce de peut-être poser des questions à l'avance, la rencontre que je vous ai présentée tout à l'heure, il y a aussi toute la question de pendant la rencontre. Rester dans les questions ouvertes, rester curieux, pratiquer l'écoute active, puis apporter des précisions, stimuler la réflexion collective du groupe. L'impact, ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension des décisions et ça va te permettre aussi de contribuer plus rapidement aux discussions stratégiques du conseil. J'ai passé à travers tout ce contenu-là dans une vitesse quand même assez importante. Je te laisse la chance de, soit dans le chat ou dans le QR, si tu as des questions, de me les poser. Et j'ai aussi le goût de t'entendre sur ceci. Dans tout ce qu'on a regardé ensemble ce soir en mode survol éclair sur les bases, j'en conviens. Ensuite, les 5 habitudes et les pièges ou astuces. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que tu as particulièrement aimé, apprécié, appris? J'ai une question dans le QR. Je vous invite à répondre quand même à ma question dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, quelque chose qui a été particulièrement utile pour toi? Je t'invite à y réfléchir. Tu peux nous mettre ça dans le chat. S'il y a une question qui vient avec ça, tu peux aussi me la mettre dans le QR. Puis en attendant, je vais vers une question dans le QR. La question est la suivante. En faisant partie du CA, on s'implique dans d'autres comités. Est-ce que faire partie d'un comité, par exemple comité de finances, veut dire qu'on doit s'impliquer de façon opérationnelle? Ou est-ce qu'ici aussi, dans ce comité, on doit rester dans un rôle stratégique de gouvernance? J'adore la question. J'adore la question. Voici ma réponse. C'est sûr que quand tu sièges à un comité de finances, tu vas avoir un contact plus proche avec l'opérationnel. Comment? Ben, par exemple, si tu sièges au comité de finances, c'est sûr que quand tu vas regarder en comité le budget prévisionnel que la direction générale vous a soumis, c'est sûr qu'il va y avoir bien plus d'épluchage ligne par ligne et plus de questions pour la DG sur un peu plus le granulaire, le détail. Et je t'invite à ce comité-là, même si parfois on vient un peu plus en contact avec l'opérationnel, même quand tu es en comité. Je vais me permettre l'anglicisme ici. Le end in mind devrait toujours être comment ce qu'on est en train de regarder, dans ce cas-ci, le budget prévisionnel, comment est-ce qu'il contribue à la pérennité de l'organisation, comment est-ce qu'il contribue à la réalité des objectifs stratégiques, comment est-ce qu'il nous expose au niveau des risques, comment est-ce qu'il nous affecte peut-être au niveau de nos politiques. Toutes ces grandes questions-là devraient demeurer. Donc, oui, quand tu sièges à un comité, tu vas venir plus proche de l'opérationnel un petit peu. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer demain à gérer
les finances de l'entreprise comme le ferait la DG ou la direction des finances. Je te donne un autre exemple. Si tu sièges au comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale, dans ton rôle d'encadrement de la DG, surtout si tu es l'administrateur ou l'administratrice autour de la table qui a de l'expérience en ressources humaines, ça pourrait arriver que dans un comité, que tu sers de planche de résonance pour la DG si elle a un enjeu de ressources humaines. Je fais attention à mes mots ici, hein? En tout respect du fait que c'est la direction générale qui gère les ressources humaines au quotidien, on lui a confié cette tâche-là. Ça peut arriver parfois qu'en comité de ressources humaines, en comité d'encadrement de la DG, on va venir un peu plus près de la question de la gestion des ressources humaines. Ça ne veut pas dire qu'on se met à gérer les ressources humaines pour la direction générale. Ça veut simplement dire qu'on va peut-être être plus proche de l'application des politiques en ressources humaines. On va peut-être être plus proche d'offrir des conseils à la direction générale en matière de ressources humaines, mais on ne va jamais se mettre à gérer les ressources humaines pour la direction générale, par exemple. J'espère que je n'ai pas brouillé les cartes avec ceci. J'espère que ça a été utile. J'ai donné une longue réponse, mais j'ai tellement aimé la question, je trouve tellement qu'elle est pertinente, que je trouvais pertinent d'y accorder un petit temps de réflexion substantielle. Très bien. Il n'y a personne qui a mis dans le chat des choses qui ont trouvé particulièrement utiles ou éclairantes ce soir. Pendant que je vous remercie d'avoir été là et pendant que je vous invite à nous rejoindre pour nos 2 prochains webinaires en gouvernance, je vous invite à mettre dans le chat ce que vous avez trouvé particulièrement utile. Et ensuite, je vais aussi vous demander de me décrire votre séance en un mot. Mais je vous invite d'abord, je vous mets les liens dans le chat. Notre prochain webinaire en gouvernance, c'est le 4 mars à 17h30. J'espère que tu seras avec nous pour parler du fait que siéger sur un conseil d'administration, c'est du bénévolat, mais ce n'est pas du bénévolat comme les autres. On va parler ensemble de faire sa part vers la bonne gouvernance. Le 25 mars 2025, on va être de retour avec un autre webinaire en gouvernance. On va parler d'un CA qui fait la différence, 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'entreprise et de l'organisme. Je vous laisse là-dessus en vous demandant dans le chat, merci à ceux et celles qui me disent très instructif. Dans le chat, on me dit j'apprécie les 5 habitudes de l'administrateur et l'administratrice efficace. C'est fantastique. Anne, j'aime beaucoup ton mot. Mon mot ou deux, c'est oser et questionner. Je t'invite, avant de nous dire au revoir, de mettre dans le chat le résumé de ta séance en un seul mot. Et sur ce, je vous souhaite un excellent restant de soirée. J'ai hâte de te revoir dans un de nos prochains webinaires. Et je lis vos mots dans le chat en vous quittant avec les mots valorisants, instructifs, avoir notre checklist, très pertinent. Merci à toi d'avoir été là. J'espère te retrouver bientôt dans un de nos prochains webinaires. Bonne fin de soirée!